Vous êtes toujours sur Radio LCF et nous sommes toujours en compagnie donc de Guillaume Pitron. Ça y est, j'ai récupéré le livre. Donc, La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique. Une enquête longue, 6 ans sur 12 pays. Comment est venue cette nécessité, cette envie, le besoin de mettre par écrit tout ça ? L'envie est devenue besoin et le besoin est devenu nécessité. C'est dans ce sens-là que ça s'est passé. D'accord. Je découvre un jour, d'abord je travaille beaucoup sur les matières premières, je suis passionné par ces questions de matières premières et depuis que j'exerce ce métier, une partie du temps que je passe à exercer ce métier, c'est pour parler de matières premières, quelles qu'elles soient, agricoles ou autres. Et puis je découvre une lecture en 2009 sur les métaux stratégiques et parmi lesquels se trouvent les terres rares. Et en fait, je plonge, je tombe dedans comme dans la potion de Panoramix, parce que je découvre en fait un monde absolument fascinant de ces petits métaux qui passent totalement sous les radars de l'actualité. Les médias ne s'y intéressent pas, les politiques ne s'y intéressent pas. Et pourtant, c'est le sujet le plus passionnant dans lequel j'ai pu me plonger. Je fais un documentaire pour la chaîne France 5 sur les terres rares qui est diffusé en 2012 et je ne lâche jamais le sujet parce que je vois bien que ça n'intéresse pas encore les gens et en plus quand on parle de terres rares on parle de métaux rares en général, donc ça nous emmène sur le cobalt, sur le tungstène, peut-être demain sur le lithium qui pourrait devenir plus rare qu'il ne l'est aujourd'hui. Et en fait je me dis mais c'est un sujet qui est en fait un sujet d'une importance primordiale, c'est l'un des grands enjeux géopolitiques qui arrive. Raconte l'émergence de la Chine. Or, en France, je pense que nous sommes sous-informés par rapport aux enjeux qui touchent la Chine. Et je me dis, j'ai 5 ans d'avance, tant pis, mais j'écris quand même ce livre parce que ça me paraît indispensable Tant mieux, non, de si vous pouvoir en avez parler. 5 ans d'avance. Et il se trouve que je pense que j'ai plus 5 ans d'avance parce que je pense qu'en fait, on ne sommes pile dedans maintenant. D'accord. Et en fait, à l'époque, la réception en 2012. la réception du public a été beaucoup plus rapide que ce que j'aurais cru. D'accord. Et positive. Et voilà. Alors, une enquête donc sur place, c'est-à-dire vous avez voyagé dans 12 pays pour aller voir des mines de terres rares, parler avec les gens, comprendre comment ils arrivaient à extraire ces terres rares. Concrètement, est-ce que c'était genre 3 mois par an ou j'ai envie de savoir un peu le processus. C'est une douzaine de pays pendant 6 ans. Je n'ai pas fait que ça pendant 6 ans. Hein. J'avais d'autres activités en parallèle, mais disons que ça a été toujours un fil rouge de mon travail de journaliste que de pouvoir suivre ces enjeux-là. Quelquefois, je me suis rendu plusieurs fois dans le même pays, notamment 2-3 fois en Chine, 2 fois au Japon. Je suis retourné également plusieurs fois en Amérique du Nord. Et une partie de ce travail passe notamment par les mines. Alors ça touche à plein d'aspects, cette enquête sur les métaux rares et les terres rares, parce que ça touche aussi à nos industries, aux technologies, ça touche... Mais à un moment, il faut quand même descendre dans les mines, il faut être au plus proche des mines pour pouvoir remonter à la source de nos technologies. Et donc, oui, je suis allé dans les mines un peu partout sur Terre, mais notamment les mines chinoises. Et les portes se sont ouvertes facilement Non, elles se sont pas ouvertes. Je pense que je les ai ouvertes moi-même. Toute zone minière est compliquée. D'accord. De toute façon, c'est toujours compliqué d'aller dans une mine dans le monde, où qu'elle soit. C'est mon expérience. Que ce soit une mine de terres rares ou autre. Une mine en général, parce que vous êtes d'abord dans une zone qui est potentiellement dangereuse pour votre sécurité. Si vous descendez au fond d'une mine, vous ne savez jamais ce qui peut vous arriver. Si ce n'est pas une mine à ciel ouvert, on ne voudrait pas que le sol s'effondre au-dessus de vous. Et puis, ce sont des zones qui sont exploitées par des entreprises privées qui n'ont pas forcément envie que vous ayez jeter un coup d'œil parce qu'elles ont leurs procédures de sécurité et puis leurs procédures avec les journalistes. Quand ce n'est pas des entreprises privées, ça peut être des entreprises publiques, mais bon, comme une mine, c'est jamais propre. Ça n'existe pas, une mine propre. Donc, comme forcément c'est sale et que c'est quand même assez impressionnant de voir ce que ça peut être que de retourner de la caillasse, personne n'a vraiment envie qu'un journaliste aille constater qu'on retourne la caillasse dans tous les sens. Donc en fait, quel que soit le pays dans lequel je suis allé, ça n'a jamais été simple de demander l'autorisation d'aller dans une mine. Donc quelquefois, il faut se donner cette autorisation soi-même. Et alors, dans les différents pays, est-ce qu'il y a des souvenirs marquants, des choses qui vous ont vraiment... où vous tombiez des nues, parce que vous y alliez déjà assez préparé, avec vos recherches faites en amont. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose où vous vous êtes dit « Waouh, là, je tombe des nues ». En fait, je pense que ce qui m'a fait tomber des nues, c'est
à l'occasion d'un reportage, peut-être pas que je me suis dit, tiens, sur le terrain, c'est fou, enfin, quoi que si, enfin, j'ai pu tomber des nues en voyant certains aspects écologiques, mais c'est vrai que ce qui m'a fait tomber des nues, c'était en fait ce complet paradoxe entre le discours sur la transition énergétique, c'est une révolution verte, propre, avec des technologies qui utilisent des forces renouvelables, et puis en fait, la réalité qui est que, en fait, sur le terrain, l'extraction minière ne peut jamais être propre. Et donc, ce qui m'a fait un peu tomber des nues, c'était ce fossé entre the narrative, comme disent les Américains, le discours officiel, et puis en fait, pour peu qu'on aille un petit peu sur le plancher des vaches, voire même en dessous, eh bien, la réalité de ce que c'est que d'extraire ces ressources pour notre monde plus dématérialisé, plus vert. Et ça, j'avoue que encore une fois, ça ne lasse. Je continue d'être scotché par ce gigantesque paradoxe qu'il faut quand même débusquer. Oui, et alors ce paradoxe, moi j'avoue que je ne l'avais pas aussi clair avant de lire votre ouvrage. Donc moi aussi je suis un peu tombée des nues en apprenant que pour fabriquer un panneau solaire, il y a je ne sais pas combien d'émissions de gaz à effet de serre. Je crois que ça équivaut à 600 000 voitures pendant un an. Oui, c'est ça. En fait, selon la capacité que vous voulez mettre en place, il y a un chiffre qui émane notamment de l'Environmental Protection Agency aux États-Unis. Ouais, ouais. Voiture électrique, pareil. Enfin, pour produire une batterie de voiture électrique assez. Une batterie est faite de lithium, mais aussi de graphite, de terres rares, de cobalt, des matières premières qu'on va chercher en Chine, en Amérique latine, en RD Congo, avec des coûts environnementaux extrêmement lourds. Voilà, donc effectivement, il y a un impact écologique à la batterie de la voiture électrique. Forte, parce que donc, pour nos auditeurs, ces produits qu'on nous vend pour faire face à cette transition énergétique sont remplis de terres rares. Et donc, pour les extraire, ces terres rares, il y a des processus très polluants. Donc, peut-être, alors oui, qu'est-ce qui se passe donc à ce niveau-là et donc pourquoi c'est si polluant? D'abord, je veux dire, quoi qu'on fasse, encore une fois, ce sera de toute façon polluant. On peut essayer de faire un peu mieux, mais même si on fait mieux, la mine reste sale. La mine propre, ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est? Alors, la pollution, elle est double. D'abord, il y a la pollution au moment de l'extraction. Et je vous donne un chiffre dans le livre. C'est que pour 1 kilo de lutécium, il faut en amont 1250 tonnes de roche pour parvenir, après l'avoir raffiné, à 1 kilo de lutécium. D'accord. Donc, vous imaginez ce que c'est que d'extraire cette roche-là. Et puis après, il faut la raffiner. Et pour la raffiner, il faut la séparer, la roche, des minerais qui la composent, pour arriver à ce métal pur. Et ça, pour ça, il faut beaucoup de produits chimiques en toutes sortes. Il faut beaucoup d'eau également, qui se charge de produits chimiques, de métaux lourds, lesquels sont rejetés, doivent être retraités. Donc, vous voyez que ce processus d'extraction puis de raffinage, c'est très sale. Vous parlez de la boule de pain, alors je vais vous l'expliquer. Oui. C'est vrai que le public ne visualise pas forcément ce que c'est que 1250 tonnes de roche versus à l'arrivée 1 kilo de lutécium. Mais pour vous donner un exemple, je prends celui de la boule de pain, c'est-à-dire que dans votre boule de pain que vous achetez chez le boulanger, vous avez, d'abord il y a de l'eau, il y a également de la farine, il y a de la levure, et puis il y a une pincée de sel, on a toujours besoin d'une pincée de sel. Toutes proportions égales, mais vous avez dans l'écorce terrestre autant de terres rares en proportion que la petite pincée de sel qui se trouve dans votre boule de pain. Et tout l'enjeu, ça va être de séparer, c'est-à-dire de prendre la boule de pain et de dire mais moi j'ai besoin de la pincée de sel puisque c'est ça mes terres rares. Et donc vous allez en fait, comment dirais-je, votre boule de pain, vous allez la broyer, l'écraser, etc. Vous allez utiliser toutes sortes de produits pour effectivement récupérer un à un les morceaux, les petits grains de sel, et vous allez les séparer. Ils vont tenir sur le bout de votre doigt et vous allez dire voilà ce principe actif de l'écorce terrestre dont j'ai besoin pour mon téléphone portable. Donc c'est absolument colossal les efforts qu'il faut faire et partant la pollution qui va être générée par ce type d'activité-là. Mais alors, du coup, aujourd'hui, on se dit, il n'y a plus assez de pétrole. En tout cas, on a envie de sortir un peu des énergies fossiles parce que le pétrole aussi, c'est polluant, etc., etc. Mais finalement, on va dans une voie aussi complexe. Il n'y a pas davantage de terres rares. Il n'y a pas... Voilà. Tout ça pour l'après-pétrole et pour avoir un accès... En fait, c'est ça tout le paradoxe. Et c'est ça qui, pour répondre à votre question, qui ne lasse pas, qui continue de me scotcher. C'est que, je veux dire, aujourd'hui, les premières pénuries de certains métaux rares sont annoncées bien plus rapidement que le pétrole.
Tout ça au nom de quoi? D'un basculement vers un nouveau système énergétique qui doit justement nous permettre de survivre aux pénuries de pétrole. Alors qu'en réalité, l'antimoine, qui est un métal rare, qui n'est pas une terre rare, mais un métal rare, au rythme actuel de production, nous disent les études, notamment des Allemands, eh bien en fait, on en a pour 4 et 12 ans. Donc le paradoxe est total. On nous vend un âge d'abondance énergétique, mais pour cette abondance énergétique supposée, en fait, les pénuries sont bien plus criantes. On va se retrouver tout de suite après Green Flamingos pour continuer justement à débattre là-dessus.